Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je reçois mademoiselle Justine Galis. Et juste avant qu'on commence, je voulais remercier Office Rider qui nous ont permis de trouver ce lieu pour qu'on puisse tourner. C'est hyper cool et je vous mets le lieu dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller checker. Madame Justine, je suis bien contente qu'on puisse faire cette interview. Moi aussi. Parce que ça fait un petit moment qu'on se suit sur les réseaux, qu'on commente nos stories. J'avais reçu tes shorts quand tu avais sorti toute ta collection. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Gentil. Et c'est vrai que tu fais partie de ces créateurs de contenu pour lesquels je peux dire cette phrase qui est « Tu parles assez peu de ta vie privée sur les réseaux sociaux ». Pas beaucoup, non. Parce que finalement, comme tu es créatrice de contenu essentiellement axé sport, fitness, bien-être aussi quand même, parce que tu lis beaucoup, en tout cas le corps et l'esprit, j'ai l'impression, dans tes contenus. Ta vie perso, la Justine, avant Justine Galis, on la connaît assez peu. Et j'avais envie de parler de tout ça. On apprenne à mieux se connaître. Voilà, exactement. Petit speed dating, quoi, entre nous. C'est ça. Donc, t'es lyonnaise depuis toujours, parce que tu viens de Lyon, c'est ça ? Depuis toujours. Moi, je suis née à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, et j'ai grandi à Lyon, et j'y vis toujours, donc toujours 100% le sang. Le praline qui coule dans les veines. Oui. C'est ma pâtisserie préférée, la tarte à la praline, donc c'est très très bien. T'as fait quoi comme études ? J'ai fait juste un bac S. Je suis sortie de mon bac, je voulais faire un BTS dans la vente, parce que l'objectif initial à l'époque, c'était d'avoir une alternance qui me permettait à côté de passer des castings, parce qu'à l'époque, je voulais faire comédienne. J'ai vu. T'as dû voir passer, parce que j'ai parlé quand même de moi, mais dans des vidéos plus anciennes. Ouais. C'est moins le cas aujourd'hui, parce que je pense que ça intéresse moins les gens, à pas se mentir. Tu penses que les gens sont là pour quoi ? Oui, mais dans les interviews comme ça, c'est plus propice. Ouais. Que sur une chaîne de contenu fitness. Oui, c'est vrai. Où les gens, ils se disent, moi, donne-moi tes conseils, et puis le reste, je m'en fous un peu. Enfin, dans certains cas. Mais oui, j'ai grandi en faisant des études pour avoir du temps libre, pour faire d'autres choses à côté. Et l'occasion s'est présentée que, en fait, j'ai pas fait de BTS. J'ai trouvé un mi-temps dans la vente chez Nespresso. Et ça a été ma première expérience professionnelle. Et j'y suis restée 5 ans, un mi-temps, ce qui m'a permis de développer... faire des castings, mais surtout de développer mes réseaux sociaux, finalement. Mais alors, attends. Là, j'ai plein de questions qui me viennent. Déjà, ces castings, est-ce qu'il y en a qui se sont avérés positifs ? Positifs ? Non, pas beaucoup. C'est très bouché, le milieu de l'acting. C'est pour ça que je suis bien contente, finalement, d'avoir une voix différente, parce que c'est très fermé. Là, j'ai une copine à Paris que je vais voir, d'ailleurs, les prochains jours, que j'ai connue grâce à ce milieu-là, qui, elle, est dans le circuit des intermittents du spectacle depuis plus de 10 ans. Et c'est un milieu, c'est très fermé. Si t'es blonde décolorée, moi, il y a 10 ans, on me disait va faire de la télé-réalité, arrête de vouloir devenir comédienne. Et c'était pas, si tu connaissais pas les bons directeurs de casting, t'étais pas dans les petits papiers, si t'étais même dans la liste qu'il fallait pas, c'est sûr, t'avais jamais rien. Et c'était pour quel genre de rôle que tu postulais, que t'es castée ? Alors moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais c'était surtout le cinéma, la télé, moi, qui m'intéressait. Donc forcément, je faisais plutôt ce que je trouvais. J'ai pas fait énormément. J'étais montée plein de fois sur Paris toute seule pour des journées où je faisais des castings pour de la télé, beaucoup de figurations, forcément, parce qu'il faut commencer par là. Mais pas trop, sinon tu t'enfermes dans tes rôles de figure. Mais à la base, c'était plutôt des choses comme ça, quoi. Mais ça a été court, ça a été de mes 15 à mes 20 ans. Mais attends, à 15-16 ans, tu montais à Paris quand même pour faire tes petits castings et tout ? Ouais, toute seule, ouais. Tu le disais ça à tes parents ou pas ? Oui, ma mère, j'allais toute seule quand j'ai eu 18-20 ans. Ouais. D'ailleurs, je pouvais commencer à me financer mes billets parce que ça coûtait super cher. Aujourd'hui, j'ai plus les moyens, mais à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, donc ça me coûtait super cher de monter pour un casting qui me rapportait rien et de payer 150 balles. Et de même pas avoir de réponse. Voilà. Et du coup, sinon, avant, je montais avec ma maman. On y allait en voiture, on faisait des allers-retours dans la journée. Ah, c'est trop marrant de 5 heures. Qu'elle t'accompagne et tout, c'est cool de partager ça avec sa mère, quoi. Ouais. Non, mes parents, ils m'ont laissé faire toutes les passions que je voulais sans limite. Ils faisaient quoi comme métier, ou ils font quoi comme métier ? Ils sont inspecteurs des impôts. Moi, tu sais, mes deux parents sont avocats, fiscalistes, donc tu vois, voilà. Genre... Donc, inspecteurs des impôts tous les deux à Lyon, donc... ils sont dans dans le secteur public. Oui. Donc rien de... Vraiment des métiers. Mais en fait, c'est ouf, tu vois, de voir des métiers différents. Des métiers qui n'ont tellement rien à voir avec ce qu'on fait. Et finalement, c'est chouette de voir des parents qui sont capables aussi d'accompagner leurs enfants vers une voie
un peu moins conventionnel et Ils sont très ouverts, mes parents. Ils m'ont toujours laissé faire mon théâtre. Ils m'ont mis au sport. Ils ont voulu qu'on fasse des activités avec ma sœur. Moi, ils m'ont laissé faire les activités que je voulais. Ils ont dit que j'étais nulle en sport, que j'étais, à l'époque, très énergique et qu'il fallait me canaliser. Donc, ils m'ont mis au théâtre à 7 ans. Et j'en ai fait jusqu'au conservatoire à Lyon, jusqu'à mes 18 ans. Oui, donc là, quand tu vas quand même au conservatoire, c'est quand même le moment où on te fait jouer des vrais rôles. Enfin, tu vois, dans des pièces classiques, où on t'apprend à gérer tes émotions. Ouais, j'ai fait tout ça parce que j'augmentais en âge aussi. J'étais l'élève la plus ancienne, qui était au théâtre de l'Iris à Villeurbanne, qui était le conservatoire de Villeurbanne. On a 2 conservatoires. Et il y a le TNP aussi à Villeurbanne, qui est un très très grand théâtre, qui est connu dans le milieu du théâtre. Et qui... moi, j'ai grandi là-bas avec ces gens-là, avec ce milieu-là, mais qui finalement, à la fin, me correspondait moins. Je me retrouvais plus dans tout ça et ça m'avait même bloquée pour des castings parce que j'avais une attitude trop théâtrale. J'ai vu ça en fouillant dans ton Facebook. Je suis remontée. Tu fais des enquêtes en fait des interviews. NCIS, ici. Très bien. Et en montant sur ton Facebook, j'ai vu que tu avais également un passé de Miss. Oui, j'ai fait à 17 ans un concours de Miss à Villeurbanne, toujours là où j'habitais. Et du coup, à l'époque, la toute première année, en fait, il n'y avait pas de limite de taille. C'était pas rattaché au concours Miss France, à tout ça, à Miss Rhône-Alpes, etc. Et du coup, je m'étais inscrite avec des copines. Et j'ai gagné. Ah oui. Voilà, parce que je fais 1m64, donc normalement, j'aurais jamais dû faire de concours. Oui, d'accord. Donc, t'as pas pu aller plus loin, en revanche. Mais il n'y avait pas de plus loin. Ah, okay. Donc, c'était soit tu gagnais ça et tu étais déjà contente, soit c'était pour le fun. Il n'y avait pas d'enjeu. Donc, c'était marrant, quoi. Et quand tu gagnes ça, est-ce que tu as des petits cadeaux, des petits privilèges Ouais, j'ai fait plein de trucs sympas. Donc, c'était tout petit à l'époque. Mais déjà, tu as ta couronne, tu as ton écharpe. Quand tu as 17 ans, tu es contente et tout. Tu te dis... Quand tu arrives en terminale après, laissez passer la mise. C'était la star de ton collège, de ton lycée après et tout. Donc, c'était très sympa pour l'estime que j'avais de moi, pour la confiance en soi. C'était vachement bien. Et après, tu faisais des séances photos. Mes premières séances photos, je les ai faites comme ça. J'ai connu un peu les gens du milieu de la photo à Lyon, ce qui m'a permis après de faire beaucoup de photos plus jeunes, pour moi, en tant que modèle pour mon Facebook à l'époque. Et puis, tu allais à des petits événements, tu commençais à faire des petits défilés à droite à gauche. Des trucs pas ouf, on va pas se mentir, mais j'étais trop refaite de les faire. Oui, mais on t'appelait parce que t'étais Miss Villeurbanne, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, les trucs à Villeurbanne, c'était la première année. En plus, c'était tout nouveau. Donc, à l'époque, Caroline, qui gérait Miss Villeurbanne, elle se déchirait pour faire les events et tout. Et moi, j'en ai des super souvenirs. J'adore. Ouais, après, je suis plus en très bon terme avec cette personne, mais n'empêche que j'ai vécu des très belles années là-bas. Et quand tu reviens au lycée, est-ce que t'es un peu, ça me fait penser un peu genre Hannah Montana, tu vois. Tu reviens, t'es un peu la star, quoi. Moi, à l'époque, j'avais d'autres filles qui étaient en compétition dans le truc, dont une qui est devenue une de mes amies les plus proches. Et je la connaissais pas du tout, elle était d'un autre lycée. Et on m'avait dit, oui, tu verras, c'est elle la plus belle de tout Lyon, c'est elle qui va gagner, toi, t'as 0 chance. Tout mon lycée me disait ça. Mais c'est horrible. C'était horrible. Et puis, finalement, j'ai gagné. Et comme elle était aussi, elle avait eu une écharpe, on s'est fréquentés pendant tous les événements, parce que les autres Miss avaient des boulots, nous on était encore étudiants, donc on était beaucoup plus disponibles, et aux horaires demandés, etc. Et du coup, je l'ai beaucoup fréquentée. Depuis, Coralie, elle s'appelle, c'est une de mes meilleures amies. Alors que rien ne nous destinait à être copines, quoi. Ça, c'est la magie des Miss. Ouais. Il y a des filles qui s'édépècent pendant les concours, et après, il y a le karma qui leur arrive dessus. Et t'as des filles, c'est des super surprises. Donc, voilà. Et à l'école, pour que les gens ils te disent des trucs comme ça, c'était... c'est du contexte, et elle était très connue parce qu'elle sortait avec un garçon qui était très connu de beaucoup de gens dans les lycées, un mec populaire, un truc comme ça. Et du coup, les gens la connaissaient beaucoup, et c'était une très belle fille. Ah oui. Donc du coup, c'était un peu les comment dire, les stars, quoi. Elle était pas forcément, mais c'était genre ils mettaient leur billet sur elle, quoi, dans les statistiques, quoi. Et toi, t'étais quel genre d'élève ? Est-ce que t'étais plutôt leaduse, tu vois, d'un groupe d'amis ? Est-ce que t'étais un peu suiveuse ? Est-ce que t'étais discrète ? T'étais quel genre de fille au collège et lycée dans ta scolarité ? Au collège, c'était pas une période facile parce que j'étais dans un privé catholique,
Et c'est une période qui a été très difficile pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'harcèlement scolaire à cette période-là au collège, ce qui a été totalement différent au lycée parce que je suis allée dans un autre établissement avec des nouvelles personnes, mais j'étais avec des gens qui étaient pas très bienveillants, qui avaient décidé de me prendre pour cible. Il n'y avait vraiment aucune raison. Mes parents n'avaient pas voulu me changer d'établissement. Les CPE, c'était pas des lumières, alors qu'au lycée, j'avais des gens beaucoup plus humains, beaucoup plus attentifs. Et du coup, j'étais un peu une victime quoi, au collège. Quand j'étais plus jeune. C'était sur quel domaine que tu te faisais harceler ? C'était tout. Tu sais, il y avait cette époque des skyblogs, donc ça faisait des skylogs sur toi. C'était l'harcèlement. Heureusement que j'ai pas connu les réseaux sociaux à l'époque comme aujourd'hui, parce que ça peut être très hardcore. Mais il y avait une thématique ou c'était... C'est l'effet effet mouton, c'est de l'effet de masse. C'est quand les populaires de ton collège, ils te prennent en grippe, le reste des gens suivent en fait. Et entre eux, ils sont tous amis, des différentes classes. Ouais. Donc, il y avait une fille qui m'avait défendue, qui est une de leurs amies aujourd'hui, qui s'appelle Myriam, et qui a été une des filles qui m'a le plus défendue, notamment ma dernière année en troisième. Troisième, ouais, au collège. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgée. Et du coup, je pense qu'on a tous une raison d'aller sur Internet à soi pour guérir des blessures. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs qui n'étaient pas les stars de leurs études. Mais la plupart, et qui se sont révélés sur Internet et qui ont touché les gens parce qu'ils étaient justement différents. Mais c'est ce que je dis dans toutes les interviews, c'est que de toute façon, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a eu ce besoin, et je m'inclus dedans, mais d'aller raconter notre vie ou d'aller faire des trucs sur Internet, tu vois, pourquoi on reste pas tranquille chez nous ? C'est qu'il y a quand même une sorte de blessure, il y a toujours un truc, même dans le sport, il y a beaucoup un rapport à la guérison, à plein de choses comme ça. Il y a beaucoup de manières de faire sa thérapie différemment. Ouais. Ah, mais ça m'étonne pas que... Et c'est marrant que tu aies ce recul aussi, de te rendre compte que si tu es arrivé sur les réseaux, c'est aussi peut-être pour ça... T'en parlais un peu dans ta famille mes parents, ils savaient très bien, mais après, ils ne se rendaient pas forcément compte de l'impact. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Donc, après, comme ça s'est arrêté quand je suis passée au lycée, donc j'ai fait mon deuil, je me suis construite comme jeune adulte, j'ai eu d'autres soucis après, mais j'ai plus d'harcèlement scolaire après. Ça a été une des périodes les plus difficiles de ta vie, tu considères aujourd'hui ou... Ça a été enfant, quand je l'ai vécu, c'était très dur. Aujourd'hui, je vis d'autres choses qui ont été difficiles avec mes problèmes d'adulte, mais quand t'es jeune et que t'es fragile, ouais, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. Faut s'accrocher pour des fois, c'est pas évident. Hein. On te moque sur ton physique, sur ce que tu fais. Puis moi, j'étais pleine d'entrain, j'avais qu'une envie, c'est de me faire des amis. Donc, aujourd'hui, tu vis un harcèlement numérique qui peut être différent parce que tout le monde ne t'aime pas. Donc, le rapport aux autres, moi, j'ai beaucoup appris sur moi ces dernières années, donc je fais beaucoup d'analyses de moi-même, du coup. Et du coup, je suis allée creuser aussi tout ça, quoi. Quand tu dis creuser, c'est t'as fait une thérapie j'ai fait une retraite de yoga il y a 1 an, où j'ai eu besoin de régler plein de choses dans ma tête. Du coup, j'ai creusé sur le passé, pourquoi je faisais mes réseaux, quelle était ma motivation profonde, qu'est-ce que je voulais dans ma vie, qui j'étais, comment je m'étais construite, tout ça, quoi. Mais attends, les retraites de yoga, quand ça se passe comme ça, y a des moments, genre des temps de parole, ce genre de choses ? En fait, c'est pas vraiment une retraite de yoga, parce que le yoga fait partie de la retraite, mais c'est une retraite de dev perso plus, en fait. Du coup, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de... Toutes les filles qui étaient à cette retraite, c'est une retraite 100% féminine. C'est des filles qui avaient toutes besoin de guérir quelque chose. Donc, la retraite n'est pas miraculeuse, c'est ce que t'en fais. Mais tu y vas pour parler de... C'est que tu es en souffrance de quelque chose, tu y vas pas parce que tout va bien dans ta vie, quoi. Et ça t'as senti qu'il y avait eu un avant et un après ça ? Ouais, il y a eu un avant et un après de la retraite, parce que j'y suis allée avec beaucoup de bagages émotionnels de ma vie, et puis voilà, quoi. Au niveau de tout ce qui est développement personnel, est-ce que tes parents étaient ouverts à ça ? Est-ce que ils prêtaient attention ? Mes parents, ils sont très aimants. Ils ont leurs qualités, leurs défauts de parents. Parce que pareil, tu fais une psychanalyse sur tes parents, le rapport à quelles étaient les valeurs que tu as vécues quand tu étais jeune, etc. Ouais. Donc après, c'est des choses qui sont très personnelles. Mais ma mère était très à l'écoute, très émotive. Elle faisait attention à ce que je ressentais. J'exprimais beaucoup ce que je ressentais, mais ils sont pas spirituels, ils sont pas ouverts aux pierres, ils sont pas... Ma maman, ils sont pas spécialement croyants, voilà, il n'y a pas d'antécédents, c'est tout de la recherche perso
à côté, quoi. Et par rapport au sport, est-ce qu'ils t'ont élevé dans une dynamique sportive? Est-ce que vous faisiez beaucoup de sport ensemble? Est-ce qu'ils valorisaient ça? Ou est-ce que c'est toi, plus tard, tu vois, qui a... Pas du tout. Non, pas du tout. Ma petite sœur, Maxence, elle était très sportive. C'était elle, la sportive de la famille. Donc aujourd'hui, moi, j'étais pas du tout sportive. Et ça m'aurait fait peut-être beaucoup de bien, mais j'avais pas... je préférais faire du théâtre. C'était plus ma came. Ils ont essayé, hein. Ils m'ont mis à la danse classique. Quand j'étais petite, je me suis fait jeter dehors parce que je mettais le bazar. J'ai fait de la natation. Bravo, madame. Voilà, j'étais une enfant très, très énergique. J'ai fait de la natation. Je trichais pendant les compétitions en m'accrochant au lindo parce que j'avais la flemme. J'avais pas le goût de l'effort. Et ça a tellement changé après que c'est bizarre aujourd'hui d'être dans le milieu du fitness à mon niveau et d'avoir une enfance comme ça, ou même à l'école, on ne nous donnait pas le goût du sport. Il y avait la plupart des activités sportives qu'on proposait, comparé à celles qu'on propose aujourd'hui, ils ont mis de la muscu, ils ont mis plein de nouveaux sports. Oui, il y a ça, moi je me souviens quand j'ai passé le bac, c'est à 5 ans, mais il y avait tu vois, il y a eu déjà une différence entre, même avec ma sœur, tu vois, elle l'a connue, on a 3 ans et demi d'écart, juste après elle, c'est arrivé peu de temps après. Mais c'est avec l'avènement du fitness, avec tout ce qui s'est passé, etc. Et nous, à l'époque, on avait des trucs chiants. Et on mettait des trucs d'extérieur en hiver. Enfin, les trucs de stade et tout, là. Moi, courir l'hiver quand il fait froid, ça donne pas envie de faire du sport dans ta vie, quoi. Fais ça l'été, quand il fait chaud. Faites les sports d'intérieur l'hiver, je sais pas, quoi. Enfin, voilà. Ouais, les ballots prisonniers, des trucs sympas, quoi. Ouais, le volley. Super, le volley. Voilà, quand tu crèves de chaud, c'était pas logique, quoi. Mais ça m'a pas transcendé. Et alors, donc il y a cette partie sportive, mais il y a la partie alimentation aussi. Est-ce que dans ton enfance, tu as été conditionnée avec une certaine alimentation Non. Mes parents, ils sont pas... C'est pour ça que j'ai refait toute une rééducation après quand j'ai rencontré mon conjoint, mais j'ai pas eu de culture alimentaire. On mangeait des pâtes, de la viande, pas beaucoup de légumes. Enfin, on mangeait sainement, mais mal. Enfin, tu peux manger sainement sans manger équilibré. Et je mangeais pas comme je mange aujourd'hui. Attends, c'est quoi la nuance là? Je l'ai pas. Sainement sans manger équilibré. Tu peux manger sainement des aliments sains, mais déséquilibrés. Ah oui, genre par exemple, si tu manges juste un bol de salade, ok, c'est sain, mais ça suffit pas du tout. Tu peux manger plein d'aliments sains, mais pas équilibrés. Tu peux manger des choses très saines en grande quantité qui vont devenir déséquilibrer ton assiette. Et il y a beaucoup d'abonnés qui me disent « Ouais, je comprends pas, je galère parce que je mange sainement, je mange bien, je mange healthy, mais voilà. » Et c'est l'équilibre dans les aliments, dans l'alimentation qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que tu évites après de faire des extrêmes alimentaires. Soit tu es très strict, soit c'est que de la junk food tout le temps. C'est l'équilibre en fait. Ok. Et alors, qu'est-ce qui a été ce déclic pour que d'un seul coup, on passe de Justine, qui ne veut pas faire des tours de stade, à Justine sur YouTube, qui nous fait faire ses séances À 17 ans, après Miss Villeurbanne, en fait, j'ai eu une rupture amoureuse. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Moi, c'est parti d'un truc bateau. J'étais avec un garçon et puis on s'est séparés. Ça s'est mal fini et je l'ai très mal vécu parce que je me suis fait quitter. Premier amour Même pas, deuxième, mais deuxième amour, mais très... qui avait à l'époque beaucoup compté et qui aujourd'hui ne compte pas vraiment, on va pas se mentir, mais qui à l'époque m'avait beaucoup marqué. Et j'ai eu 2 années où j'ai perdu 10 kilos parce que j'étais en dépression quand j'étais jeune. Enfin, ma vie s'arrêtait, quoi. Je savais plus, j'avais plus de valeur, j'étais plus rien, j'étais au fond du trou, vraiment. Et quand j'ai commencé à aller mieux, que j'ai bossé à Nespresso après mon bac, quand j'ai eu 19 ans, et ben, je me suis inscrite en salle parce que ma maman était en salle. Donc, il y avait un premier pas qui était. Et j'avais un peu d'argent pour me payer la salle. Et la salle, ce qui est bien, c'est que tu y vas quand tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est pas tu as un club qui t'impose des horaires avec un entraînement. Et ça, c'est ça, en fait, qui est sympa dans le fitness, je trouve, c'est que tu peux vraiment t'adapter à toi, à tes envies. Et ça a commencé comme ça, en fait. Parce que c'était... j'ai trouvé, ça m'a attirée sur le moment. Et quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai voulu reprendre confiance en moi physiquement et peut-être avoir une petite revanche sur cette expérience amoureuse qui était pas ouf, quoi. Quand tu dis petite revanche, est-ce que c'est aussi un peu genre ouais, bien regarde sûr, comment je suis devenue, mon gars. Ouais, au début c'était ça, faut pas se mentir. Moi, il y a des gens qui osent pas, qui disent non, c'est pour la santé, c'est pour le bien-être. Oui, mais après, t'as toujours un moteur. Soit c'est parce que t'es au pied du mur à cause d'un problème alimentaire ou physique que tu ne supportes plus du tout, ou t'as eu un grave problème de santé ou autre.
Ouais. Ou alors, c'est un déclencheur affectif, émotionnel, et après, il faut essayer de le transformer en autre chose, parce que dès le moment où c'est que ça, après, dès le moment où tu rencontres quelqu'un d'autre, après, tu arrêtes le sport, et puis voilà. Mais moi, ça a commencé à cause de ça, parce que je voulais une revanche sur... je me suis sentie tellement mal pendant 3 ans que là, je voulais, pas forcément pour cette personne-là, mais pour avoir une revanche sur mon histoire, me prouver que je valais quelque chose. Donc, ça a commencé comme ça. Et t'as eu quel retour ? Parce que forcément, ton corps a dû se transformer, pas rapidement, mais quand même. Enfin, on voit quand même des effets, je pense. Alors, très vite, j'ai senti, ça c'est ce que j'explique aux gens, parce que je m'en souviens encore très très bien, comparé à quelqu'un qui a toujours été sportif, qui a toujours eu une bonne base, qui a toujours été relativement mince, qui n'a pas eu vraiment beaucoup de difficultés, qui a toujours été sportif. Moi, j'ai vraiment commencé de zéro. Quand j'ai commencé les 3 premières semaines, j'ai senti une légèreté. Tu vois pas de résultats esthétiques, mais tu le sens en fait. Tu le sens qu'il y a des changements. T'es plus tonique, t'es moins fatigué. Tu sens que ton corps, il y a quelque chose qui est en train de s'activer. Et je me suis même dit, je me souviendrai toujours, je me suis dit, putain, mais comment... En fait, j'étais pas fatiguée parce que la vie, genre, je dors pas assez. Ou... J'étais fatiguée parce que j'étais pas en forme, en fait. Et pourtant, j'avais 20 ans, quoi. Je veux dire, t'es en forme à 19-20 ans, pète le feu, quoi. Mais là, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait l'effet, les endorphines, tout ça, etc. Mais après, moi, j'ai mis 2 ans, 2-3 ans avant, parce qu'il n'y avait pas tout le contenu qu'on avait aujourd'hui, donc je m'entraînais pas forcément très bien. L'alimentation, j'ai fait toutes les erreurs alimentaires possibles, et du coup, voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont permis de pas progresser aussi vite que par exemple l'année dernière, où j'ai beaucoup plus progressé en 1 an que parfois pendant 3-4 ans où j'ai fait à mes débuts. Ouais. Et tu as atteint peut-être ce qu'on appelle le skinny fat. Tout à fait. Pour ceux qui regardent les vidéos de Justine, vous savez ce que c'est ce truc où t'es cet entre-deux où en fait tu fais beaucoup de sport mais finalement t'es mince, mais t'es pas ferme, enfin t'es pas tonique. Je l'ai eu j'étais skinny fat plutôt quand j'ai fait ma dépression, que j'ai perdu 10 kilos et j'étais plus mince, mais toute flagada. Et c'est d'ailleurs après ça où j'ai repris du poids et là mon corps à faire le YOLO, c'était pas très joli pour moi. Mais après, j'ai fait plein d'erreurs alimentaires où j'étais en restriction. Puis à un moment donné, je craquais. Restriction, puis je craquais. Puis j'ai testé des programmes de d'autres coachs hyper restrictifs qui faisaient des diètes de compétition de body et où on t'interdisait de manger des carottes. Mais en fait, ça, c'est chaud quand même parce que quand tu sais pas où tu vas, ça peut mener vers des troubles du comportement alimentaire, tout ça. Ouais, si t'es faible et que t'es pas bien accompagné, totalement. C'est pour ça qu'il faut faire... Après, c'est une question ça dépend de ce que tu fais, en fait. Des fois, il y a des gens qui ont déjà des problèmes et qui peuvent être accentués par le sport et l'alimentation. Et tu as des gens qui peuvent tomber sur les mauvais accompagnants ou qui vont mal interpréter même du contenu gratuit et qui peuvent aller dans un extrême. Mais alors, comment je fais, moi, en tant que personne qui n'y connaît pas grand-chose, pour pas me faire avoir et tomber dans ce genre de choses et connaître les bons contenus, tu vois ? Il y a de tout sur Internet. Par exemple, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Parce que moi, j'ai beau donner plein de conseils pour perdre du gras, parce que c'est un objectif qui est très demandé. Perdre du gras, ça ne veut pas forcément dire devenir hyper mince. C'est perdre de la masse grasse, pas forcément perdre du poids. Mais c'est... maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu que quand j'ai commencé. Déjà, tu as de quoi t'entraîner. Tu peux suivre des vidéos en temps réel. Tu as plein de gens qui font des recettes. Quand j'ai commencé à connaître mon compagnon, à l'époque... personne faisait ça, c'était le seul à faire des recettes en tuto, en coach. Après, maintenant, tous les coachs font des recettes. Donc, tu as vraiment beaucoup de contenu pour savoir comment manger. Tu as beaucoup plus de programmes alimentaires qui sont disponibles pour des accompagnements à distance. Le coaching online, c'est énormément développé. Donc, si tu veux faire toute seule, il y a déjà beaucoup de contenu. Et après, faut être curieux aussi un petit peu pour aller chercher les bonnes infos et savoir comment les calculer un petit peu tout ça. Si tu veux vraiment faire tout toute seule, ou alors te faire accompagner. Moi, c'est ce que je conseille aux gens qui galèrent tout seuls et qui risquent de faire des extrêmes ou des erreurs, quoi. Toi, donc tu proposes aussi des programmes. Et au niveau des diplômes, du coup, tu n'as pas passé de diplôme dans le sport, là ? Moi, je n'ai pas de diplôme dans le sport. Moi, je suis pratiquante sur mes réseaux sociaux. Je suis une passionnée et j'ai tout appris de moi-même. J'ai lu les bouquins qu'il fallait, j'ai regardé les études. Je connais les bases et j'essaye en plus de vulgariser au maximum ce que j'apprends pour rendre ça accessible à tous. Le but, c'est pas de leur faire un condensé du BPGEPS et de leur donner, et de dire regardez tout ce que je sais, je suis diplômée, etc. On est un pays qui est très... C'est le pays du diplôme, la France. Là où on est les seuls, alors ça pose problème pour certains, mais moi je fais toujours
tout validé par un coach professionnel. Oui, d'accord. Il y a quand même un regard professionnel. Moi, il n'y a jamais de trucs que je propose qui ne sont pas validés. Les conseils nutrition que je donne, c'est les mêmes que les nutritionnistes, les diététiciens. C'est la même chose. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour donner des conseils que tout le monde donne, qui sont basiques, qui viennent de du bon sens pour moi. Et après, oui, il faut que j'améliore ma technique de ce que je propose, mon positionnement. On a toujours des points de progression, même quand on est coach diplômé. Tu peux sortir de l'école, sortir d'un BP ou de ce que tu veux, mais pas être avec l'expérience suffisamment encore un bon coach non plus. Le diplôme ne fait pas tout. Mais moi, je suis accompagnée par Thibaut dans 80% de mes projets, tous les programmes que je propose. Et si ce n'était pas Thibaut, ce serait un autre coach. Et dans nos programmes de nutrition, il y a des spécialistes en alimentation. Ils ne sont pas forcément visibles parce qu'ils travaillent dans nos équipes, mais ils sont là. On fait ça intelligemment, quoi. D'accord. Ouais, je comprends tout ce que tu veux dire. En fait, c'est hyper intéressant de voir que est-ce que tu souhaites vraiment rester sans passer de diplôme Je vais te dire très franchement, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour continuer d'apprendre. Moi, j'ai pas besoin de légitimité. Oui, c'est pas une question de légitimité. Je m'en tape le coquillage, je m'en pète un rein de ce que les gens y pensent. J'en vois des coachs qui sont diplômés sur les réseaux. Ils sont taillés pareil, de toute façon. Donc, qu'est-ce que ça changerait ? Ils sont taillés par d'autres coachs qui ne sont pas d'accord sur les méthodes, qui ne sont pas d'accord sur les programmes. Et ils vont toujours, et c'est souvent des hommes, en plus, qui n'aiment pas que ce soit les femmes qui soient mises en avant. Ça ne changerait rien. Il y a eu quand même un grand tournant ces dernières années avec le Covid pour les contenus fitness, parce que d'un seul coup, c'est devenu le contenu phare sur YouTube. C'est vrai. Je te le disais tout à l'heure quand on se préparait avec Anne qui travaille avec moi. Tous les soirs, on se disait « T'as regardé la chaîne, t'as fait ça, t'as fait tel exercice et tout ». Comment ça s'est passé à ce moment-là dans ta tête, quand t'es créateur de contenu fit, que d'un seul coup, tout le monde veut consommer ce contenu, tous les gens, même qui ne faisaient pas de sport, se sont mis à un rendez-vous tous les jours. Est-ce que t'avais déjà des programmes qui étaient prêts et que t'as pu adapter à faire directement en live ? Parce que toi, t'as fait des lives quotidiens sur le premier confinement. Ouais. En fait, nous, au moment où le confinement a été annoncé, on était partis en voyage aux Maldives pour notre PAX avec mon compagnon. Et on a tourné sur place avant qu'ils annoncent le confinement, donc les 3 premiers jours en plus. Parce qu'on restait 10 jours et après on comptait profiter. On a tourné les 3 premiers jours. Le teaser de notre programme MyFit Challenge qui sortait l'été, qui était prévu, parce que nous, les programmes sont prévus 6 à 8 mois en avance sur notre calendrier. Là, on sait déjà tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à l'été 2022 pour nous. Donc, quand on a eu l'appel du confinement, on est déjà rentré plus tôt. Donc, on n'a pas eu vraiment de vacances. Sympa. Voilà. Bon, on n'avait pas à se plaindre, au moins on avait pu y aller comparé à d'autres. Et on est rentré et il y a eu cette part de... Il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas ce que c'est, on ne savait pas. Il rajoutait 2 semaines tout le temps. Et oui, moi, j'avais l'habitude de mes contenus live. Ça faisait depuis 2017 que je faisais des lives. Donc, ça faisait déjà 2 ans et demi. Et on a été les premiers à les faire sur les réseaux sociaux avec Thibaut, dans nos programmes MyFit. On en a fait sur YouTube. Je faisais des semaines fit, etc. Le contenu live, je l'ai toujours fait. Les gens se connectent, s'entraînent avec toi. Et donc, c'est super. Et quand je suis rentrée, bah oui, il y a eu cette demande de ma communauté. Du coup, j'ai proposé un planning tout de suite. J'ai proposé un planning de 2 semaines et que j'ai continué après. Et ça a commencé comme ça. Mais attends, parce que là, est-ce que ton corps était prêt à vivre ça ? Parce que c'était tous les jours du live, tous les jours des séances. Moi, je faisais pas tous les jours. J'ai insisté pour expliquer aux gens qu'on fait pas du sport tous les jours, même si on s'emmerde. Je veux bien qu'on n'ait pas grand-chose à faire et qu'il faut bouger. Mais enfin, c'est dangereux de dire à des gens qui font jamais de sport, ou même des sportifs. Même moi, je m'entraîne pas tous les jours. Même les jours où j'ai des grosses semaines de tournage, où je tourne 2 vidéos par jour pendant 2 semaines, il y a des phases de repos. Et pour éviter que les gens fassent déjà n'importe quoi chez eux et qu'ils se blessent, moi, c'était 4 à 5 fois par semaine que je faisais. Et c'était déjà intensif, quoi. Oui. Mais la question qui se posait, c'était combien de temps ça allait durer. Et ça a duré 2 mois. Ouais, 2-3 mois, je crois, ouais. 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, le premier confinement. Et quand ça s'est arrêté, en fait, c'était même pas prévu. C'était même pas fait exprès, mais c'était prévu qu'on sorte le MyFit à telle date. Et on ne l'a pas bougé, la date. On l'aurait décalé si le confinement avait continué parce qu'on n'aurait pas voulu lancer quelque chose de payant pendant le confinement. Ça aurait été malvenu. Et quand ça s'est arrêté, non plus, c'était pile poil notre période, c'était mi-mai. Et on l'a lancé à ce moment-là, le MyFit Challenge, qui en plus de ça a beaucoup marché parce que les gens ont voulu continuer. Et oui, et est-ce que tu as pris beaucoup d'abonnés pendant cette période ou pas ? J'en ai pris, mais j'ai pas explosé.
Ah, je pensais qu'il y avait eu un vrai boom, tu vois. Non, moi, ça a été... J'ai pris beaucoup, j'ai eu un pic, mais comparé à d'autres, ça n'a pas explosé. Moi, c'est très... ma progression sur les réseaux, depuis des années, elle est assez linéaire. Il y a eu le pic des confinements, on va pas se mentir. Ouais. Et à chaque fois que tu sors des programmes gratuits, forcément, ça amène de l'intérêt. Donc, les gens, ils viennent un peu découvrir ce que tu fais. Et il y a eu plein de nouvelles personnes qui m'ont découvert. Plein de nouvelles personnes qui suivaient qu'un seul influenceur et qui en ont découvert plein d'autres, qui se sont mis un peu dans le fitness. Donc, ça a fait beaucoup de bien au fitness à une période où, en plus de ça, c'était beaucoup... il y a eu une période où le body positive négatif, si je puis dire, avait beaucoup pénalisé le fitness. Qu'est-ce que tu appelles le body positive négatif ? Tu sais, le body positive, c'est tous les corps sont beaux, mais il y a eu des gens qui s'en sont servis, pas les vraies personnes qui se revendiquent body positive, mais qui disaient tous les corps sont beaux, sauf les filles minces, sauf les filles bien foutues. Ah oui, d'accord. Elles nous complexent, elles sont le diktat de la société, elles, on les aime pas. Enfin, c'est mon ressenti. Et à chaque fois qu'on parlait de sport, d'objectifs physiques, il y avait beaucoup de messages qui allaient dans ce sens à cette période-là. Je peux comprendre, maintenant, c'est un mouvement qui s'en mêle bien. Tu vois, ça y est, maintenant, les gens ont bien assimilé ce que ça voulait dire. Il y a moins de détournements de messages, mais il y avait des gens qui pointent... En fait, tu prends une communauté qui est stigmatisée ou qui est pointée du doigt, tu vas la mettre en avant, mais en stigmatisant une autre. Ouais. Et on disait aux gens, non, arrêtez de faire du sport, arrêtez de faire des programmes de sport, restez comme vous êtes. Mais il y a des gens, ils ont envie de changer. Et puis pas forcément plus de rapport physique. Il y a des gens qui aiment faire du sport pour faire du sport. Manger mieux, tu vois. Ouais. Et c'était très... c'était devenu presque... On pointait du doigt si tu avais envie de faire ça. Et je parle même de contenu gratuit, je parle même pas de business ou de choses payantes. Parce que nous, ça ne nous a pas impacté. On a continué à faire plein de projets qui ont très bien marché. Mais je trouvais que dans l'ambiance sur les réseaux, c'était une tendance que j'ai ressentie, moi, de mon milieu à moi. Et après, pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que le sport, l'alimentation pour la santé mentale, ça pouvait apporter plein de choses sympas. Et c'est revenu un peu... c'est cyclique, hein, de toute façon. Donc, je pense que ça a tenu beaucoup de gens. Ça a aidé beaucoup de gens, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui me parlent encore aujourd'hui du premier confinement. Mais moi, ça m'a marqué. Hein. Ouais. Je le faisais. T'as commencé avec moi à ce moment-là ou pas ? En fait, j'en faisais un peu. Moi, j'allais à la salle. J'ai une salle en bas de chez moi. C'était une salle un peu, tu sais, genre yoga, pilates. C'est bien ça. Donc, je faisais ces trucs-là. Ouais. Bon, comme je suis pas très épaisse, tu vois, je peux pas faire beaucoup de cardio. Sinon, malheureusement, je deviens une feuille à 4, quoi. Et j'ai fait tes trucs parce que justement, tes programmes, parce que je trouvais que c'était pas trop cardio, ça m'allait bien. Je faisais ça avec ma mère et j'étais écroulée de rire parce que ma mère à côté, elle avait jamais fait ça de sa vie, tu vois. Donc, on était toutes les deux et en fait, on s'amusait plus qu'autre chose. C'était pas trop long, ça m'allait à merveille. Mais il faut que ce soit du plaisir, hein, de toute façon. Ouais. C'est que dès le moment que ça devient une contrainte ou que tu t'imposes trop de choses, c'est que c'est pas bon signe, c'est pas durable. Il y a d'ailleurs plein de gens qui ont fait pendant le confinement et puis après. Oui, alors que tu vois, c'était vraiment un plaisir. Genre, je le faisais. T'as bien raison. C'était rigolo. Je me disais, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous parce que la vérité, quand tu te fais flic chez toi pendant les confinements, que t'as rien à faire, ça te fait du bien de savoir que t'as ton rendez-vous de yoga. Moi, je peux comprendre les gens qui ont quand même fait plusieurs choses dans la journée, tant qu'ils se reposent et qu'ils se blessent pas. Moi, c'était le principal, quoi. Mais après, voilà, ça a été une période qui a été très particulière, le premier confinement, mais qui était excitante à la fois professionnellement. Mais puis, parce que nous, on a l'habitude de faire du télétravail, donc je veux dire, ça ne nous a pas changé grand-chose. Oui. Même si c'était une période très anxiogène, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, donc il y avait une part de mystérieux. Oui, puis t'étais un peu quand même focus, parce que toi, pour le coup, t'avais tellement de travail à faire. Ouais, ça a été une grosse charge mentale. Hein. Parce que personnellement, là, tu le vis comment, tout ça ? Là, avec les 3 confinements où j'ai fait à chaque fois, aujourd'hui, l'année dernière, juste avant le deuxième, j'étais pas bien. Hein. Je suis allée faire une retraite parce que j'étais écroulée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avouent, mais c'est une grosse charge mentale. Et puis au deuxième confinement, les gens l'ont demandé comme si c'était acquis. Normal, ouais. Ils ont dit, il y a confinement, refais-nous des séances gratuites. Donc bien sûr qu'on est là pour les abonnés, pour les gens qui galèrent chez eux, qui ont envie de s'entraîner, puis de partager quelque chose, et puis d'être acteurs aussi de tout ça. On en reparlera dans 10 ans des séances de fitness pendant les confinements, on s'en souviendra. Et moi, c'est mon boulot, j'aime ce que je fais, c'est déjà des choses que je faisais avant, donc j'ai fait. Ouais. Mais il y a eu des moments où il y a eu des comportements où tu te sentais presque obligé de le faire. Tu n'avais pas le choix. C'était c'est gratuit. C'est gratuit, bien sûr. Comment tu t'y retrouves ? Parce que là, tu viens de lancer ton programme, donc il sera sorti quand l'interview sortira, parce qu'il est sorti le 6 septembre pendant un mois. C'est un programme 100% gratuit, avec des séances en live, c'est filmé, c'est beau, c'est monté, Comment tu fais pour t'y retrouver au niveau du business en proposant des programmes gratuits comme ça ? Moi, je considère que
j'ai toujours voulu faire des beaux contenus sur ma chaîne et j'avais pas les moyens. Maintenant que mes business marchent bien, que les gens nous font confiance, que ce soit dans les programmes, que ce soit dans les vêtements, que ce soit en s'abonnant et puis en me permettant aussi de leur proposer des bons placements de produits, des choses que j'aime bien, moi forcément je vis très bien aujourd'hui, donc c'est évident que je vais donner des trucs gratuits à ma communauté pour que les gens qui veulent s'entraîner tranquillement, s'ils ont envie d'aller plus loin, ils viendront nous rejoindre dans tous les cas. Mais c'est important que les gens ils aient du contenu gratuit. Quand j'ai commencé, moi, j'avais rien sur Internet. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, maintenant que j'ai le moyen de faire des belles choses, moi, en plus, je m'amuse, quoi. Moi, ça m'éclate de faire des programmes Booty Power sur ma chaîne et de faire des jolis contenus léchés, bien jolis, professionnels et tout. Ça fait des années que j'ai envie de faire ça et que je pouvais pas parce que ça coûte une blinde. Donc là, c'est complètement autofinancé, alors, en plus, tout ça. Ouais, c'est totalement autofinancé. Il y avait eu le programme Objectif 0-4 que j'avais déjà tourné et il y avait LPG qui m'avait contacté pour sponsoriser le projet. Donc j'ai dit, si vous voulez, moi, je dis pas non. Mais le programme, c'est déjà prévu, quoi. Ouais. Et j'en ferai d'autres, totalement sortis de ma poche. Et les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est des gros budgets pour filmer. Toi-même, tu sais, les équipes, déléguer le montage pour pouvoir continuer de faire autre chose et les supports et tout ce qui entraîne derrière le truc. Je leur fais un e-book et tout pour qu'ils aient des plannings. Ouais, c'est hyper... oui, on voit, tu reçois le planning, c'est tout bien détaillé, tu comprends tout. Où est-ce que se trouvent les séances? Ça, je vois à chaque fois sur tes réseaux. Tu précises bien où sont les séances et tout. Ouais, mais c'est normal. Les gens, ils voient pas toutes les infos. Ils sont pas collés à mon compte Instagram à moi. Donc, ils voient pas tout. Tu vois tous les trucs et tout dans les commentaires. Mais c'est où? C'est écrit sur la photo. Attends, j'ai une jeune fille, elle était tellement motivée. Lundi, là, on n'a pas encore commencé. Ah non, elle était sur la chaîne. Elle me dit, merde, j'ai pas vu que c'était la semaine prochaine. Oh la pauvre. Mais c'était grave mignon. Refais-toi une séance du confinement. Voilà, je lui dis, motive-toi. Mais là, voilà, en plus, j'ai envie de renouveler mes contenus maintenant dans ma chaîne. J'ai fait beaucoup de vidéos avant où j'avais pas forcément le niveau que j'ai aujourd'hui en termes d'explosivité, en termes de contenu, en termes d'image, de rendu. Donc j'aimerais beaucoup tout renouveler et je compte donner encore plus de gratuit. En plus, avec tous les projets qu'on a, notre QG, tout ça, les lieux professionnels qu'on essaye de construire où on va avoir nos propres studios pour pouvoir créer du contenu pour les gens. Mais c'est trop bien. Et c'est parce que tu as des business qui tournent aussi. C'est parce que j'ai des business que quels sont ces business justement qui tournent à côté? Là, on a les programmes sportifs, forcément les MyFit, tout ça, qui sont donc très appréciés par la communauté. Donc, ils nous rejoignent beaucoup sur toutes les éditions. Il y a il y a de nouvelles personnes aussi qui nous rejoignent chaque année. Donc, le premier MyFit qu'on a fait, on avait 2300 personnes. C'était incroyable. Mais alors là, ça se passe comment? C'est quoi? Ils s'inscrivent à un programme en live. Comme nos programmes, ils sont 100% en live tout le temps. Ok. Et on laisse 2 semaines de battement, le temps de les ajouter sur le groupe Facebook. Ils sont vérifiés à la main, un par les équipes. Et donc maintenant, ils sont nombreux, donc ça prend bien 2 semaines. Ils sont 7 sur les ajouts en non-stop. Ils se relaient. Mais après, il y a on va dire la partie du business qui est la plus rémunératrice. C'est ce qui permet de financer tout le reste, d'embaucher et de financer après la marque de vêtements que tu as reçue. Mais elle n'est pas du tout encore rentable, la marque de vêtements. Ah ouais? C'est un projet long terme. Hein. Ouais, parce que c'est long à... Oui, et puis il y a toute une démarche éthique aussi avec cette marque de vêtements. Oui, on fait pas... Voilà, on n'exploite pas des petits-enfants en Chine. On fait attention d'où ça vient. On essaye de tracer. Le confinement n'a pas aidé pour développer la marque. On a lancé juste avant le premier confinement. Donc, super, les arrêts d'usine, les trucs de matières premières, c'est une galère. Mais la marque de vêtements n'est pas le business le plus rentable tout de suite, genre en immédiat. Et puis on le fait pas forcément pour l'argent, on le fait parce qu'on s'éclate, quoi. Et pourtant, t'en parles beaucoup, donc ça doit quand même te prendre beaucoup de temps de cette marque de vêtements. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est comme YouTube. YouTube et mes placements de produits me prennent beaucoup de temps et c'est pourtant pas ce qui me rémunère le plus. Donc ce qui te rémunère le plus, c'est les programmes, les MyFit. Oui, tout à fait. Ouais. C'est forcément en termes de faut qu'il y ait beaucoup d'inscrits. Et on essaye de trouver l'équilibre entre l'accessibilité et le vrai prix de ce qu'on propose. On n'est pas à la course à toujours casser les prix pour dévaloriser le travail. On fait vachement attention à ce que ce soit accessible, mais pas non plus à dévaloriser le travail de l'ensemble de la communauté fitness. Mais les programmes de sport. Et il y a combien de personnes qui travaillent dans toutes ces... On a une équipe basique. En fait, il y a une différence entre les employés qui sont employés par les sociétés et tous les prestataires permanents qui sont tout le temps avec nous, mais qui sont indépendants. Mais en gros, on a entre 10 et 20 personnes. Ça dépend des périodes, de ce qu'on a besoin. Oui, donc en plus, il faut que tu manages en fait tout ce monde-là aussi.
Ouais, on apprend le métier de chef d'entreprise en même temps. C'est pas évident, mais on travaille en famille aussi. On travaille avec des gens qu'on apprécie beaucoup, comme toi et tes équipes. Donc après, c'est le noyau dur. Il faut les bonnes personnes qui font les choses de la bonne façon, qui t'as confiance. Et pour l'instant, en tout cas, on a des gens dont on est très content. Et au niveau de la com, finalement, ça repose que sur toi? Enfin, que sur toi, ton compagnon? Non, ça, c'est ce qui est visible. Ah. On a toute la stratégie marketing qui est autour. On a des équipes qui sont spécialisées dans le digital, dans le marketing digital. Et il y a plein de campagnes qui sont faites en annexe qui permettent de nous faire connaître à d'autres audiences qui ne sont pas juste postées. On dirait, c'est juste je poste sur Insta et ça marche. C'est pas ça, ça marche pas comme ça, mais c'est ça la magie. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de travail derrière les projets. Et tout n'est pas forcément toujours visible, quoi. Et sur ta marque de vêtements, tu as fait appel à des influenceurs pour communiquer dessus. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas peut-être beaucoup de monde du fitness, donc je me rends pas compte, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de personnes qui soient influenceurs, qui lancent leur marque, tu vois, qui font appel à d'autres influenceurs. Il faut avoir les moyens financiers. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est pas rentable encore, parce qu'on injecte beaucoup d'argent pour payer les collections, pour financer le local, les gens qui travaillent pour la marque, tous les frais annexes, etc. Et payer les influenceurs qu'on a commandés sur la campagne. Mais pareil, la campagne, j'aurais voulu mieux la faire, mais confinement, on n'a pas pu préparer assez d'avance. On a des retards d'usine, des galères d'usine, du coup, beaucoup d'imprévus qui font que tout se passe pas toujours comme prévu. C'est frustrant, mais c'était quoi déjà la question? C'était le fait que tu payes des influenceurs. Ouais. J'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup, tu vois, dans le milieu, que ce soit très démocratisé. Moi, je connais le milieu de l'influence, donc je sais que c'est un très bon levier pour se faire connaître, mais tout le monde n'a pas les moyens, ou c'est pas toujours la stratégie de toutes les marques d'influenceurs. Et puis tout le monde ne veut pas forcément partager une marque d'influenceur. C'est ça qui est tu vois, je trouve que c'est... C'est pour ça que le plus important, c'est pas nous dans le projet, c'est le produit. Il faut que ce qu'on propose aux gens, ça leur plaise, que les vêtements Soul, ils soient qualitatifs, qu'ils soient beaux, et que l'influenceur, il soit content de l'avoir. Qu'il ne le fasse pas que pour nous, qu'il se fasse parce que la marque, elle est belle, que la valeur de la marque, elle est belle, et que le produit, il leur plaît. Et que ce soit pas bourbier. Enfin, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, le problème, c'est que quand en tant qu'influenceur, t'es contacté par un autre influenceur, c'est compliqué de dire... non merci, parce que tu lui dis non à lui, mais tu sais qu'il y a mis toute son âme, donc quand tu dis non au produit, mais t'es pas une assoce, hein. Mais, voilà, c'est ça. Je suis devenue un peu... Mais c'est vrai que quand tu reçois un produit qui est quali, où les matières sont belles, où il y a une éthique au niveau du travail, au niveau des conditions de travail des employés, etc., en fait, finalement, déjà, tu le fais parce que le produit est cool, et en plus, tu le fais parce que tu as envie de soutenir aussi une copine des réseaux. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ça. Voilà, il y a déjà les filles que j'ai contactées pour la première campagne de Soul, la toute première de son histoire. Parce que sinon, c'est toujours que nous, ou l'entourage proche, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Avec les confinements, on n'a pas pu faire autrement. Moi, j'aurais aimé avoir des modèles autres que les gens de ma famille, ou des profils qui ne sont pas forcément les miens. J'aurais beaucoup aimé, peut-être pour les prochaines campagnes, j'aimerais beaucoup, mais ça n'a pas pu se faire. Mais là, c'est vrai que j'ai contacté que des filles en plus que je suivais déjà pour une démarche sincère. Et puis après, moi, je me souviens, les premières marques, des fois, où j'hésitais, c'est quand je les ai vues chez d'autres filles, qu'après, j'ai pris confiance. Il faut avoir confiance dans les marques, parce que maintenant, ils t'envoient tous le même brief. Hein. Ils sont tous éthiques, ils sont tous beaux, c'est tous fait maison. Mais à part assembler ton bracelet chez toi, tout vient de Chine. Enfin, tu vois, c'est difficile de... il y a beaucoup de vices. Enfin, je trouve parfois, c'est dur de savoir... C'est très dur d'avoir des infos transparentes. Ouais. Et ça, c'est ce que moi, tu as vu, j'ai envoyé un brief. On explique aux gens où est-ce qu'on est fabriqué, pourquoi on a fait ces choix-là. On n'a rien à cacher. Parce que moi, je sais ce que j'aime pas dans les marques. Donc toi, c'est Made in Portugal, c'est Made in Portugal. La première production qu'on a faite, elle était en Bulgarie, ça ne nous convenait pas, on a cherché mieux. On veut rester en Europe pour que ce soit accessible. Et puis parce c'est des usines on a déjà l'habitude de faire ce type de produit-là en France. Par exemple, c'est pas possible de faire les mêmes pour l'instant, ou ça serait hors de prix. Et j'ai pas envie de vendre des leggings à 150 balles. Faire bobo chic, c'est pas l'orientation que je veux pour ma marque pour l'instant. C'est quoi l'avenir là pour Soul ? Déjà que les usines, elles nous envoient nos putains de produits. Pardon, mais j'aimerais bien qu'ils m'envoient mes produits parce que j'essaye de faire réassortir ma brassière Power. Je n'arrive pas à faire reproduire ma brassière Power. Mais remarque, si tu dois faire un réassort, c'est bon signe. C'est très bon signe, mais j'aimerais bien que la marque, elle avance. Ouais. Donc, je me suis détendue avec ça parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Et là, pour l'instant, on va développer nos nouveaux produits.
Quand ça sortira, il y aura des nouveautés. On va essayer de... Voilà, faut prévoir des fois des collections 6 mois en avant, 8 mois en avance. Mais du coup, c'est-à-dire les payer 8 mois en avance de choses qu'on n'a pas encore... tu vois, il faut tout payer d'avance. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas rentable encore. Et puis, tu vends pas toujours tout. Donc, on apprend beaucoup, on fait des erreurs. Donc, on réajuste. Et l'avenir, j'espère qu'il sera positif. Avec plein de produits, plein de couleurs, des leggings dans tous les sens. Des nouveaux produits qui seront peut-être pas forcément des vêtements, on ne sait pas. Je ne sais pas du tout. Pas trop de folie. Hein. On ne va pas sortir des chaises ou des maillots de bain tranquille. Hein. Voilà. Et sur Justine Galis, alors, les nouveaux contenus, est-ce que tu veux rester très sport ? Je me suis posé cette question parce que quand tu es dans un contenu comme ça, j'adore dire très niche, à chaque fois on me reprend dans les commentaires, mais j'adore dire ça. Bon, moi, j'allais te dire c'est très niche. Très niche, hein. voilà. Est-ce que parfois t'es pas un peu frustrée en te disant est-ce que je ferais pas un peu plus de lifestyle ou un peu plus autre chose, de la musique ou que sais-je, tu vois ? J'ai surtout déjà envie de mettre plus ma personnalité dans mes vidéos pour qu'elles soient un peu moins lisses. Parce que c'est vrai que quand on fait du contenu éducatif, t'as tendance à vouloir lisser le contenu parce que t'as des gens, ils viennent avoir l'information, comme je te disais au début, et ils en ont rien à foutre de ta vie. Mais tu me parlais de ma vie personnelle, c'est un choix d'exposer du quotidien, mais pas trop de la vie perso, parce que des fois, tu vis des choses intenses dans ta vie personnelle et tu veux pas forcément tout exposer. Nous, on partage beaucoup. Et des fois, quand ça va pas dans le perso, heureusement que t'as pas tout exposé non plus, parce que sinon ça se voit et les gens ils te posent des questions que t'as pas envie qu'ils te posent, tu vois. Mais oui, j'aimerais mieux montrer, j'ai envie de me lâcher plus et de montrer peut-être ma maison, de parler plus réussite, business, mais c'est des sujets, enfin, c'est délicat. C'est pas facile et parler business aussi quand t'as pas le million d'abonnés, les gens le comprennent pas. T'es pas obligé d'avoir des millions d'abonnés pour avoir réussi sur tes réseaux, dans ta vie, dans ton business. Mais peut-être que je vais me lâcher plus, que je vais m'enlever des barrières et que je vais proposer d'autres trucs, quoi. Donc la différence entre la Justine de la vie de tous les jours et Justine Galis sur les réseaux, c'est peut-être que Justine, elle est un peu plus, plus rentre dedans, plus... Ouais, moi je suis plus rentre dedans. Hein. Moi sur mes réseaux, je me laisse pas faire. Les gens qui me cassent les pieds, je les squeeze. Mais les gens après sur YouTube, c'est pourquoi tu veux venir sur une chaîne de fitness ? Et la vraie raison, c'est que les gens ils viennent consommer un contenu. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le même contenu sur Instagram que sur YouTube, que sur TikTok, que sur d'autres plateformes. Oui, mais tu vois, moi en tant que consommatrice de contenu, il y a certaines chaînes fitness qui peut-être vont faire, tu vois, quasiment, je sais pas, le même circuit, le même truc. Mais je vais pas aimer parce que la personne me revient moins. Oui, mais ça, c'est propre à chacun. Donc, tu vois, mine de rien, ta personnalité, pour moi, elle est importante. Et je pense pas qu'il y ait que le côté contenu. Je pense vraiment le problème, c'est que pour moi, en tout cas, j'ai fait mon analyse, c'est que les gens, ils regardent le contenu et ils regardent le physique. Donc, à moins que je perde 50 kilos, les gens, après, ils se baseront sur ce qu'ils préfèrent ou ce qui les inspire le plus. Donc, moi, je vais essayer d'être plus moi-même. Mais ça va dépendre des contenus en fait. Je sais m'adapter en fonction du contenu. Je sais que je vais moins faire de blagues pendant une séance de sport parce que les gens ils sont pas là pour faire une séance avec un ouais, ils sont pas au spectacle quoi. Mais en même temps, je vais quand même garder ma patte et là j'ai plus envie de me lâcher. Mais t'arrives à prendre du recul sur justement ton physique parce que c'est ton outil de travail quand même et toute la journée t'es scrutée dans tous les sens. C'est pas évident. Je me suis beaucoup construite là-dessus. J'ai fait un travail sur moi-même aussi parce que les gens ils sont tout le temps dans la comparaison. C'est même pas les influenceurs entre eux et c'est les abonnés qui aiment comparer les influenceurs. Et des fois ils comparent des choses qui sont pas comparables ou les gens jugent le physique parce que t'es dans une niche. Donc moi j'aime beaucoup mon physique, j'ai envie de continuer d'évoluer pour moi maintenant, pas pour mes réseaux, pas pour les gens, mais c'est ça. Des fois les remarques sur ton physique peuvent être difficiles à gérer. Ça peut être difficile à gérer parce que des fois, tu es dans des périodes où tu travailles tellement ou que peut-être tu es en train de faire un essai bébé ou que tu as eu un problème de santé ou que tu as eu un problème dans ta vie personnelle qui font que tu as repris du poids ou tu n'es pas très en forme ou tu n'as pas bonne mine. Les gens, ils ne te ratent pas. Hein. Même ceux qui t'aiment bien, ils ne te ratent pas. Donc, ce n'est pas toujours évident. D'où le fait de se protéger aussi un peu moralement. Quoi. De scinder un peu perso et public. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, madame, je suis ravie qu'on ait parlé de tout ça. Ça m'a fait trop plaisir. C'était très sympa comme question. Ça fait plaisir de pouvoir parler. Ça t'a plu ? Beaucoup. Je connais tes interviews. Je peux dire un truc ? Oui. Je connais tes interviews depuis très longtemps. Et je suis très flattée que tu aies pensé à moi ça me fait trop plaisir. pour les interviews et d'avoir pu parler un peu plus
comme ça, je suis très contente. Et ben moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu donnes un ou plusieurs influenceurs que tu aimerais bien voir à ta place pour que je puisse aller les contacter. Okay. Et voilà, donc c'est à toi, ma grande. Oui, je sais, donc j'ai réfléchi à cette question. Ça me fait plaisir. Moi, il y a une personne, après, je sais, j'ai pas regardé tous les interviews, je sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà été interviewé. C'est Ivan BD. Je connais pas du tout. Il fait des vidéos très travaillées, comme des petits scénarios. Souvent dans l'humour, il a plein de personnages. Il est plutôt dans l'acting. Okay. Et c'est quelqu'un de très intéressant. Et puis j'ai déjà parlé avec lui, donc je serais très très curieuse, lui qui parle pas beaucoup de lui, qui se met beaucoup en retrait. Ça, je les adore, ceux-là. Voilà. Ça peut être intéressant pour toi. Bonne piste. Merci. Je mettrai alors ta chaîne dans la barre d'infos, puis j'irai voir parce que je connais pas du tout. Tout ce dont on a parlé avec Justine, c'est dans la barre d'infos, les programmes, les réseaux sociaux, tout gentil. Ça. Je mets les réseaux sociaux de Justine juste ici, les miens juste là. Comme d'hab, vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous nous suggérez aussi des idées de gens à inviter. Moi, je prends dans les commentaires. Et puis, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Ciao!